Bonsoir les amis, est-ce que vous m'entendez bien? Mettez des commentaires pour me dire si le son c'est bon. Bonsoir Valounat, ça va? Bonsoir Michel. Alors, bonsoir Elena. Donc ce soir, comme je vous ai promis, on va discuter de physique quantique. Donc l'idée c'est de donner une vision globale avec des choses intéressantes. Bonsoir Miguel. Ah non, moi je parle pas des enfants massacrés, le P2 satanisme. Ce soir on parle de physique quantique uniquement. Alors, l'idée, c'est de vous donner une vision globale de tous les phénomènes quantiques, de ce que c'est que la physique quantique, de quelques expériences étonnantes, euh, de ce que c'est que la réalité, l'effet de la volonté sur les événements. Donc oui, moi ça va bien. Je vais vous, en attendant que tout le monde arrive, je vais vous montrer quelques petits livres qui peuvent servir, hein. Ça, c'est pour ce qui est des choses classiques sur la physique. Il y a des bouquins comme ceux de Cohen Tanuji. C'est assez ancien, hein. Ça décrit le formalisme standard de la physique quantique, enfin les interprétations standards. Aussi des choses plus avancées, plus philosophiques, comme les livres de Bernard d'Espagna. Des théories alternatives sur l'existence, enfin une autre manière de voir la physique quantique qui avait été décrite par David Bohm. Et moi, je vais vous parler plutôt des interprétations modernes de la physique quantique, parce que les bouquins que je vous ai cités, ça décrit la physique quantique telle qu'elle était vue pendant un siècle. Et donc maintenant, je me base plutôt sur des livres assez récents, comme ceux de Philippe Guillemont, là, La physique de la conscience. Une bonne vision aussi, c'est Emmanuel Ransford. Donc vous pouvez trouver tous ces... Enfin, Philippe Guillemont, il a un site assez complet où il met plein de choses. Il a fait aussi quelques vidéos sur YouTube. Vous pouvez trouver aussi des vidéos de Ransford sur YouTube. Non, mais Miguel, c'est pas la peine de me troller là-dessus. Moi, je parle de sujets particuliers, donc on parle de science ce soir. Je parle pas d'actualité, moi. Alors, les commentaires ne défilaient pas tout à l'heure, donc maintenant, je vous vois tous. Bonsoir Mimi, bonsoir Sébastien, bonsoir Julie, bonsoir Valérie. Alors, pour commencer, je vais vous introduire ce qu'est la physique quantique. Pour ceux qui ne connaissent pas, actuellement, la physique est basée sur deux théories fondamentales. Donc, la physique quantique et la relativité générale. Euh, les autres, toutes les autres branches ou théories scientifiques telles que la chimie ou l'électromagnétisme, la dynamique, la mécanique de Newton, tout ça en euh, découle de ces deux théories fondamentales. La physique quantique, c'est une théorie qui a été élaborée, qui a commencé à être élaborée en 1900 avec les quantas de Planck. Et, elle s'est développée jusqu'en 1925 où là on l'a entièrement, entièrement établi le formalisme mathématique, donc avec les équations d'onde de Schrödinger et le formalisme des matrices d'Heisenberg. Alors on dit souvent que c'est une théorie des objets microscopiques.
c'est un peu faux puisque le problème c'est que la notion de taille en physique quantique, c'est pas une propriété fondamentale des entités. Donc elle parle de choses qui n'ont pas spécialement de taille. Donc une particule, elle peut très bien s'étaler sur des grandes distances sans limite. Et à l'extrême, enfin, extrême limite, une onde quantique, elle peut avoir la taille de l'univers entier. Donc elle n'est pas spécialement petite. Des fois on dit aussi que ça pourrait être la science des choses légères. C'est encore une fois faux puisque la théorie quantique ne parle pas de gravitation. Donc euh, donc elle parle de masse poids dynamique, mais elle ne parle pas de la gravitation. D'ailleurs, je rappelle au passage que la gravitation, enfin, que la masse, c'est le résultat de l'interaction avec les entités, enfin avec les particules, avec un champ qui emplit tout l'espace, qui est un champ scalaire qu'on appelle le champ de Higgs, donc qui se traduit par l'existence de bosons de Higgs virtuels. Donc ça, j'en parlerai pas spécialement ce soir. Et on peut aussi trouver des objets qui sont beaucoup plus lourds et gros qui suivent les lois quantiques. Donc certains astres, par exemple un trou noir ou une étoile à neutrons. Ah oui, Delphine, toutes les vidéos seront sur ma chaîne YouTube. Donc en fait, la théorie quantique, elle s'applique pas uniquement à une catégorie spécifique d'objets, mais à tout ce qui existe dans l'univers matériel, euh, tous les phénomènes où la gravitation n'intervient pas. Donc voilà, c'est un peu la théorie du tout qui exclut la gravitation. Ah, ça y est, il y a l'arrivée des cheerleaders. Donc je vais vous parler un petit peu, enfin rapidement du formalisme mathématique. Bon, il n'y aura pas d'équation. L'objectif c'est de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble d'un point de vue physique. Alors, la physique quantique est basée sur 6 postulats. Le premier postulat, c'est que la connaissance d'un état quantique à un instant t est entièrement décrite par un vecteur normalisable dans un espace de Hilbert complexe séparable. Je ne vous expliquerai pas spécialement ce que ça veut dire. Le deuxième postulat, c'est à toute propriété observable, par exemple la position, vitesse, énergie, correspond à un opérateur, appelé observable, qui agit sur des vecteurs de l'espace des états. Le troisième postulat, c'est le résultat de la mesure d'une grandeur physique représentée par l'observable A est toujours une des valeurs propres de A. Le quatrième, c'est la mesure d'une grandeur physique représentée par l'observable A effectuée sur l'état quantique normalisé psi de t donne un résultat A n avec une probabilité Pn égale à C, la norme de Cn au carré. Le cinquième, c'est si la mesure d'une grandeur physique A à l'instant t sur un système représenté par le vecteur psi donne comme résultat la valeur propre AN, alors l'état du système immédiatement après la mesure est projeté sur le sous-espace associé à AN. Et le dernier, c'est l'état psi de tout système quantique non relativiste est une solution de l'équation de Schrödinger dépendante du temps. Donc voilà un peu, en entendant ces postulats, vous voyez que ça parle d'entités abstraites qui sont dans enfin, qui sont on peut pas faire de lien direct avec notre réalité perceptible, quoi. Ça parle d'ondes dans des espaces abstraits. Et vous verrez que certains de ces postulats enfin, sont nécessaires pour la suite dont je vais parler. Donc ça a été élaboré, enfin, on a commencé à observer le comportement de certaines entités comme les atomes et les particules. Et on a établi mathématiquement les règles qu'elles semblent suivre, et c'est ce formalisme qui a été mis en place. Il prend deux formes qui sont équivalentes, hein. Soit on parle de fonctions d'onde, c'est le formalisme de Schrödinger, soit des matrices, donc là c'est Heisenberg. Alors ce formalisme, il est toujours utilisé et il reste valable. Euh, donc même s'il y a eu des développements comme la formulation de Dirac qui tient compte du principe de relativité et par exemple la théorie quantique des champs.
Euh, Aucun phénomène n'a jamais pu contredire la physique quantique. Donc toutes les prédictions, même les plus surprenantes, elles ont toutes été ensuite vérifiées expérimentalement. Bon, Miguel, goulag pour toi, hein. Tu fais le troll. Écoute. Alors, vous verrez aussi que ce formalisme, il n'est pas suffisant pour expliquer tous les phénomènes. C'est-à-dire qu'il ne décrit pas une chose qui se passe dedans. Dans les postulats, j'ai parlé de probabilité. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose quand on effectue une mesure, qu'on appelle donc la réduction de la fonction d'onde. En observant un objet, on modifie son état. Alors donc la base de la physique quantique, c'est la quantification et les quantas. On a d'abord observé que l'énergie s'échangeait par petits paquets, donc des petits paquets indivisibles qu'on a appelés quantas. Euh, on s'est rendu compte aussi, donc ce qu'on appelle énergie, je ne vais pas non plus entrer dans les détails, ça se, ça se matérialise sous la forme de photons en général. Donc ce que ça veut dire, c'est que les photons, c'est la lumière, c'est des ondes électromagnétiques. Donc les ondes, c'est des choses qui sont étalées dans l'espace, euh, mais elle peut être absorbée et émise que par petits paquets. Donc c'est de là qu'est venu le terme de photon. Euh, donc pour faire passer un système d'un état à un autre, il faut fournir au moins un quantum d'action, ce qu'on appelle la constante de Planck. Ça signifie que ce quantum d'action, donc cette constante de Planck, c'est le plus petit changement qui permet de distinguer deux états d'un système ou même deux états de l'univers. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu l'échange d'au moins un quantum d'action, bah on peut appeler ça la même réalité. Elles sont indiscernables, donc elles sont identiques. Les propriétés aussi qui sont mesurées pour une particule, comme son impulsion, qui est liée à sa vitesse, sa masse, son énergie et tout ça, elles sont aussi quantifiées. Donc ça veut dire qu'elles peuvent prendre que certaines valeurs qui sont séparées de quantum. C'est un petit peu comme s'il y avait différentes marches et puis que on disait bah, une particule, elle peut pas être à n'importe quelle hauteur, il faut qu'elle soit sur une marche d'escalier et jamais entre les deux. C'est-à-dire que elles doivent passer d'un état à un autre par des genres de sauts. Pour essayer de mieux comprendre ça, bon, je vais vous décrire l'expérience des fentes de Young, qui est un peu l'expérience de base de la physique quantique. Alors, dans cette expérience, on envoie des particules une par une. On les envoie à travers on les envoie à travers une paroi qui est percée de deux fentes. Euh, et on observe on met un écran un peu plus loin, et on observe là où arrivent les particules. Donc, comme je vous ai dit, les particules, elles peuvent être observées uniquement comme des petits paquets d'énergie, et donc elles sont observées en un seul endroit sur l'écran. Donc, ce qui se passe, c'est quand on envoie une particule à travers la paroi où il y a deux fentes, ce qu'on observe, c'est une figure. Enfin, donc à chaque fois, la particule va passer par une ou les deux fentes et ensuite va être observée sur l'écran en un point précis. Donc c'est en cumulant des collisions comme ça, des observations sur l'écran, qu'on obtient une certaine figure. Donc on se rend compte que quand les deux fentes sont ouvertes, la particule forme une figure d'interférence, c'est-à-dire que c'est comme si elle passait par les deux fentes en même temps. Si on ferme, on essaie de mettre un détecteur pour mesurer par quelle fente la particule passe. À ce moment-là, le détecteur ne l'observe que par une des deux fentes. Et là, on modifie la figure qui est observée sur la paroi et on obtient une figure de diffraction. Je vois pas de quelle énergie tu parles, Sébastien. Sois plus précis.
Alors qu'est-ce qui se passe si on met plus de fentes, si on en met, au lieu d'en mettre 2, on en met 3, 4, 5, 10, ben, il va se passer toujours la même chose, c'est-à-dire que la particule, même si on les envoie une par une, ben, elle passe par toutes les fentes en même temps, et ce qu'on observe ensuite, c'est une figure d'interférence entre le nombre de fentes qu'on a. Et ce qu'a imaginé donc Richard Feynman, c'est bah, qu'est-ce qui se passe si on met un nombre infini de fentes, c'est-à-dire si on met plus du tout de parois, ben, en fait là les particules vont parcourir toutes les trajectoires possibles et interférer entre elles, et on va obtenir donc une figure à la fin sur l'écran, quoi. Donc ça veut dire que le résultat observé, que ce soit avec, même s'il n'y a pas de fente, c'est quand même l'interaction, l'interférence entre toutes les possibilités qu'a la particule de trajectoire. Donc ce que montre cette expérience, en fait, c'est qu'une entité quantique existe comme une superposition de toutes les possibilités qu'on lui offre. C'est ce qu'on appelle des virtualités. Et donc ces virtualités, elles peuvent interférer entre elles, donc s'additionner ou se soustraire suivant les endroits où elles se retrouvent. Et quand on effectue une mesure, par exemple regarder la position par laquelle fente elle passe ou sur l'écran, ben là, ça se résume à une seule possibilité, une seule localisation. Donc voilà ce que montre cette expérience. En l'absence de mesure, les objets existent sous la forme d'un ensemble de virtualités qu'on peut appeler des possibles actuels, et toutes ces possibilités interfèrent entre elles. Et c'est en faisant une mesure qu'on obtient, qu'on change les virtualités en ce qu'on va appeler une réalité manifestée. Alors, les états intermédiaires ne sont pas perceptibles. En fait, bah, ça dépend de quoi on parle, parce que dans, si on prend les états d'énergie qu'un électron peut prendre dans un atome, c'est qu'ils n'existent pas. En fait, c'est comme si on imaginait que les possibilités étaient limitées justement par l'interférence des différentes virtualités entre elles. Et donc, quand toutes les virtualités sont un petit peu déphasées, on va obtenir un résultat nul, c'est-à-dire une probabilité qui devient pratiquement zéro d'observer une certaine position ou un état d'énergie. Alors, ce qu'on appelle un état quantique, c'est l'ensemble de l'information qui décrit une ou plusieurs particules. Donc cet état, c'est ce qu'on disait, qui est formé par un ensemble de virtualités. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'intrication quantique. Euh, bah, on peut obtenir des états où on va mélanger plusieurs particules qui vont se retrouver dans la même localisation. Elles vont s'emmêler entre elles, elles vont bah, s'enchevêtrer. Donc on parle d'intrication ou d'enchevêtrement. Et ensuite, cet état enchevêtré, on peut en séparer plusieurs parties et ils vont rester liés tant qu'on n'interagit pas avec. Donc on peut imaginer qu'en faisant une paire de photons intriqués, donc on a une source par exemple radioactive ou un certain phénomène qui va faire qu'on a une particule de lumière qui part à droite et l'autre à gauche, et elles sont intriquées, donc elles sont définies par un seul état, c'est la même virtualité qui les décrit, ils ont le même enchevêtrement d'états. Et ensuite on va pouvoir les laisser s'éloigner, et au moment où on fera une mesure sur une des deux particules, donc pour faire une mesure, comme je vous disais, on est obligé d'interagir en fournissant au minimum un quantum d'action. Donc on modifie cet état et on va modifier la particule qui est éloignée d'elle. Donc l'intrication, c'est ça, c'est qu'un objet, tant que s'il est formé de différentes virtualités, d'une superposition, il peut être séparé en plusieurs parties, donc qui peuvent être distantes et qui vont être liées. Et toute action qu'on effectue sur une modifie instantanément les autres parties. Donc c'est souvent cet effet qui est un peu exagéré aussi par les diverses théories un peu farfelues, parce qu'il faut savoir que cet état, il est pas persistant, il va être détruit dès qu'il y a une interaction.
Donc il faut vraiment arriver à séparer chacune des entités de l'environnement. Alors je vais... Est-ce que c'est clair pour ce qui est une virtualité? J'espère. J'utilise parfois des mots que j'ai pas encore forcément bien détaillés. Je suis obligé de tout mélanger. Donc, pour comprendre aussi ce qui est... alors, l'objectif de ces différentes parties, c'est de prendre un certain point de vue et d'arriver à donner une image de ce qu'est la réalité. Donc, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup moins connu, qui est la contrefactualité ou le contrefactuel. Alors, imaginez une petite histoire, imaginez un fabricant d'armes qui a réussi à concevoir des bombes dont le détonateur ne peut s'enclencher avec l'interaction d'un unique photon. Donc il suffit d'une unique particule, un petit quanta d'énergie pour enclencher l'explosion de la bombe. Et par contre, il découvre que ce déclencheur qui est très sensible, il ne peut pas être fabriqué assez précisément pour qu'il soit fiable à 100% une fois que la bombe est entièrement assemblée. Donc on peut imaginer qu'un grain de poussière ou un petit défaut d'usinage empêche le déclenchement du déclencheur par un unique photon. Et il se retrouve face à un client, donc un État qui a besoin d'acheter des bombes, mais qui demande que toutes les bombes soient fonctionnelles à 100%. Donc avec un problème comme ça, selon la théorie classique, c'est impossible de... Enfin, le seul moyen de vérifier le bon fonctionnement c'est d'agir sur le déclencheur une fois que la bombe est entièrement assemblée. Et ça fait exploser la bombe. Donc ça veut dire elles sont invendables. Euh, donc d'une façon classique, le fabricant il a aucune méthode pour s'assurer qu'il peut vendre une bombe sans que celle-ci ait déjà explosé. Mais par chance pour lui, en fait, dans son laboratoire, il y a un physicien quantique qui lui dit qu'il existe une méthode quantique qui permet de faire ça, de vérifier l'enclenchement sans faire exploser la bombe. Alors pour cette expérience, c'est basé sur un interféromètre de Mach Zehnder. Donc c'est un petit système interférométrique où on envoie un photon, donc la particule de lumière, à travers un miroir qui réfléchit 50% de la lumière et qui dévie, enfin qui laisse passer 50% de la lumière et qui réfléchit 50% dans un angle de 90 degrés. L'interféromètre, il est constitué donc de plusieurs miroirs dont certains sont semi-réfléchissants et d'autres réfléchissants. Et au bout, on place deux détecteurs dans deux directions perpendiculaires. Euh, En fait, dans ce type d'interféromètre, on va avoir euh, le fait que... enfin, je vais pas vous le détailler parce que c'est un petit peu compliqué, hein. Je vous invite à regarder l'expérience, mais on obtient le 100% des cas quand il n'y a pas d'action sur le déclencheur qu'on va mettre sur le trajet d'une des deux virtualités. Parce qu'il faut savoir que le miroir semi-réfléchissant, quand je dis qu'il laisse passer 50% et qui dévie 50%, là c'est toujours en termes de virtualité. Tant qu'on ne cherche pas à observer ces 50%, ça reste deux virtualités qui existent toutes les deux et qui interfèrent entre elles. Et donc en passant à travers les différents miroirs, elles interfèrent jusqu'à la fin, elles sont observées dans un unique détecteur. Par contre, si on place un objet qui va pouvoir être euh, impacté par euh, qui va pouvoir l'enclencheur de la bombe, disons, s'il est enclenché par une particule, par une des virtualités, eh ben il va se décaler et il va permettre d'être observé dans l'autre détecteur. Donc avec un simple interféromètre comme ça, dans 25% des cas, quand on a une bombe fonctionnelle, on va observer dans le photon dans un détecteur qui implique que la bombe elle a été virtuellement enclenchée, sans qu'elle explose.
Dans 25% des autres cas, elle sera enclenchée virtuellement, mais elle explosera. Et ou je crois que c'est 50%, j'ai plus noté. Et puis je crois que dans 25% ou 50% des cas, c'est indéterminé. Alors ce montage, il peut être amélioré pour que la probabilité de mesure soit de 100% dans le cas où c'est une bombe active. Donc ça a été effectué, hein, ce genre d'expérience. Il n'y a pas besoin de prendre une bombe, on prend simplement quelque chose qui peut réagir à un photon et puis on vérifie que ça modifie effectivement l'événement réel. Donc cette expérience, elle montre que les possibles, c'est-à-dire les virtualités qui peuvent exister mais qui ne sont pas manifestées, c'est-à-dire qui ne se produisent pas réellement, donc dans ce cas-là c'est la bombe qui est activée mais qui explose, euh, et bien ces virtualités, elles ont une action effective sur les phénomènes qui surviennent réellement. Et si elles n'étaient pas possibles, même sans se produire, eh ben, le résultat serait différent. Euh, c'est quoi, Sébastien, que tu appelles le paradoxe de l'observateur? Parce que je vais parler de l'observateur plus loin. Là, pour l'instant, on n'en a pas parlé. On parle de mesures. Alors, il y a une autre expérience que j'ai décrite aussi dans un article complet. Ça s'appelle la gomme quantique à choix retardé. Euh, dans cette expérience, c'est aussi une complexification de l'expérience des fentes de Young. Mais ce qu'on fait, alors dans l'expérience des fentes de Young, je vous disais, on envoie une particule à travers deux fentes. Si on ne regarde pas par où elles sont passées, ben on a plusieurs virtualités qui interfèrent entre elles. Ce qu'on va faire en fait dans cette expérience à choix retardé, c'est qu'on va faire comme en fait, on va faire comme si on faisait une mesure de position et on va faire en sorte qu'on oublie cette mesure, donc que les interférences, que le futur de la particule, le trajet qu'elle effectue ensuite, fasse perdre l'information sur par où elle est passée. C'est pour ça que ça s'appelle gomme quantique. Euh, et la notion de choix retardé, c'est que on va faire en sorte que ce qui se produit après puisse être modifié euh, après le premier passage. Donc la particule passe par exemple deux fentes ou par un miroir semi-réfléchissant. On lui fait faire encore un trajet des mélanges, des interférences entre elles. Et à un moment donné, on décide de mettre ou pas un certain détecteur ou un certain miroir. Et on va faire en sorte que ce choix s'effectue plus tard, quoi, pour qu'on soit certain qu'il est fait après que la particule soit passée. Et là, ce que montre cette expérience, c'est que l'ensemble des phénomènes virtuels qui se produisent, donc le long de la trajectoire, ils coexistent pendant toute la durée de l'expérience et jusqu'à la mesure. Ça veut dire que le choix qui est effectué à la fin de l'expérience va impacter ce qui se passe au début. Donc les possibilités futures vont interférer avec les possibilités passées. Ça montre que l'écoulement du temps au cours de cette expérience, en fait, il n'y a pas vraiment d'écoulement du temps. Les virtualités, même si chacune d'entre elles s'est déplacée, c'est comme si le résultat final avait déjà su ce qu'allait être le début, quoi. Donc tant qu'il est virtuel, qu'il n'est pas observé, le futur peut agir sur le passé. Alors justement, là, dans cette expérience, on peut pas spécialement dire que c'est quelque chose qui va dans le futur ou quelque chose qui va dans le passé. C'est que le phénomène qui se produit entre le début où on enclenche l'expérience et le moment où on effectue une mesure, eh ben, c'est comme si ça représentait un instant présent étalé sur une certaine durée vue de l'extérieur. Donc c'est aussi bien le passé qui agit sur le futur que le futur sur le passé. C'est comme si c'était un long instant présent pour cette expérience. Alors,
je vous avais dit que quand on effectue une mesure, on va toujours observer une particule dans un endroit particulier, comme sous forme d'un petit paquet. Ça veut dire que quand on mesure quelque chose, on modifie l'information qui décrit l'état. Donc, comme l'information, je vous avais dit, c'est l'ensemble des virtualités, donc des possibilités, hein, j'utilise soit un terme, soit l'autre. Euh, donc au départ, imaginez que vous avez un ensemble de virtualités qui existent, qui ont une certaine probabilité. Au moment où on fait une mesure, il y en a qui disparaissent, donc leur probabilité devient nulle. Tandis qu'il y en a d'autres qui se manifestent, elles deviennent réelles, leur probabilité devient égale à 1. Euh, l'énergie et la matière, on avait dit que c'était quantifié, comme c'était formé de petits grains qu'on appelle des corpuscules, uniquement au moment de l'interaction avec quelque chose. Quand il n'y a pas interaction, ces grains perdent leur localisation dans l'espace et dans le temps. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on ne peut jamais observer un morceau de particules. On trouve par exemple jamais un demi-photon, un tiers d'électron, un morceau d'atome. On observe toujours ces choses en entier, même si on sait que dans certains phénomènes, c'est des parties de ces entités qui agissent entre elles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la quantition. C'est le fait qu'une entité quantique ne puisse pas être fragmentée. Donc la plupart des expériences de physique quantique, elles sont pour point de départ d'essayer de mettre des particules qui existent sous forme d'onde, de les mettre dans une position où elles seront obligées de se manifester en tant que particules. Donc d'essayer de les piéger pour qu'on en récupère, on les coupe en plusieurs parties et puis que ça provoque des choses qui nous paraissent incohérentes. Euh, donc voilà, ce que je vous disais, la quantition, c'est le fait qu'une entité quantique ne puisse pas être fragmentée, qu'on ne puisse pas avoir de morceaux de particules. Et ça l'oblige, dans le cas des expériences de physique quantique, à adopter un comportement qui est de type tout ou rien. Je suis là ou je suis ailleurs, mais pas les deux en même temps. Et c'est comme si on la forçait à faire un choix, puisque l'information existait au total et il n'y a pas de, il n'y a pas de mécanisme extérieur qui permette d'expliquer pourquoi on la retrouve ailleurs ou avec telle propriété plutôt qu'une autre. Alors la quantition, il faut savoir qu'elle implique aussi que les virtualités, elles n'interfèrent qu'entre elles-mêmes. Donc même si elles sont étalées dans l'espace et dans le temps, elles ne vont pas interférer avec les virtualités d'autres objets. Si ça se produisait, il n'y aurait pas de possibilité en fait, d'avoir des phénomènes. Enfin, tout serait complètement mélangé à la fois chronologiquement dans l'espace, donc il n'y aurait pas de réalité possible. Donc ça me permet enfin, ce que je viens de vous dire, de généraliser, enfin, d'utiliser les termes et définitions d'Emmanuel Ransford. Donc ce qu'on appelle matière, c'est simplement la partie manifestée de la réalité. C'est ce qui obéit à une causalité déterministe. Donc la causalité, euh, c'est-à-dire le comportement qui se déduit de causes extérieures. Déterministe, ça veut dire qu'il est il peut être entièrement calculable et défini par des équations. Et cette causalité déterministe, elle provient des interactions avec l'extérieur. C'est ce qu'il appelle exocausalité. Mais cette matière, c'est que la partie visible, manifestée de ce qu'il appelle l'holomatière. Il y a une autre partie qui obéit donc à une causalité qui est indéterministe et avec un mécanisme interne. Ce que j'avais dit, quand la particule devait faire un choix d'être quelque part ou de prendre une certaine propriété. C'est ce qu'on appelle l'endocausalité. Cette partie de l'holomatière qui, euh, qui a une sorte de libre arbitre, c'est ce qu'il appelle l'état paral. Donc voilà, tout l'univers matériel serait constitué d'holomatière et qui se manifeste soit sous forme de matière, soit sous forme d'état paral, soit un mélange des deux. Alors, l'observation,
et la réalité. Comme je vous disais, en l'absence d'observateurs, les entités existent sous la forme d'information. C'est ce qu'on pourrait appeler toute cette partie information la réalité objective. Elle, elle est décrite, enfin, elle correspond à une superposition d'états, de virtualité. Donc, comme je vous disais, elle a particulé en plusieurs endroits en même temps, elle a plusieurs vitesses, ou plutôt impulsions à la fois. Et la chronologie est étalée, donc le futur et le passé sont aussi indéterminés. Donc les virtualités futures et passées se superposent et interfèrent. Donc qu'est-ce qu'une observation en physique quantique? Ça consiste à effectuer une mesure euh, et la récupération d'une partie de l'information sous la forme de connaissances. Une observation, en fait, c'est une mesure pour la conscience. Et cette connaissance qu'on retire de l'information, en modifiant l'information, hein, je vous le rappelle, c'est ce qu'on appelle la réalité perçue ou réalité manifestée. Donc quand on parle de réalité, souvent il y a une ambiguïté. Est-ce qu'on parle de la réalité manifestée ou de la réalité objective qui est l'information? Euh, alors cette réalité... ah oui, il faut que je précise aussi que la conscience elle-même, euh, donc quand je parle de conscience, c'est notre état mental qui perçoit des choses. Donc chacun sait ce que c'est sans vraiment pouvoir l'expliquer de manière scientifique. Il faut savoir que la conscience elle-même, elle ne peut pas être une entité quantique. Parce que si la conscience était quantique, ça voudrait dire qu'il pourrait exister une superposition de différents états mentaux ou des expériences subjectives de la réalité qui se superposent entre elles et qui sont différentes. Ça voudrait dire, un exemple simple, c'est est-ce que je suis en train de dormir ou à l'état de veille? Si la conscience était quantique, je pourrais être les deux en même temps. Je pourrais être en train de voir du rouge et ne pas voir du rouge en même temps. Je pourrais être en train, voilà, de percevoir quelque chose et en même temps de ne pas le percevoir. Alors, sans aller dans les détails, parce que c'est assez compliqué, le fait que cette conscience ne soit pas quantique, c'est un prérequis nécessaire à l'existence de la réalité unique. Sinon, tout existerait uniquement sous forme de superposition et il n'y aurait jamais de réduction de fonction d'onde. Donc la réalité, ce serait un flou complet, un ensemble de virtualités qui se superposent. Donc il n'y aurait pas de position dans l'espace, pas d'objets qui interagissent dans des lieux particuliers, ni présent, ni futur, ni passé. D'ailleurs, c'est ce qui définit la conscience. C'est la perception de la réalité dans un certain présent. Donc la conscience définit son présent. Alors je pense que la partie la plus intéressante, et qui est la moins décrite, c'est aussi l'effet actif de la volonté sur la production de la réalité. Donc ce qui a été montré, c'est que par diverses expériences, qu'on pouvait modifier les phénomènes physiques par la volonté consciente. On peut imaginer faire l'expérience des fentes de Young, donc avec la fente percée par deux fentes, avec la paroi percée par deux fentes, et mettre un observateur devant, enfin ou à côté, et que lui décide de faire en sorte que la particule passe plus à gauche, ou plus à droite, comme il veut. Et effectivement, ça va se produire. Donc, c'est comme si l'observateur pouvait soit modifier les probabilités du formalisme quantique, ou modifier le mécanisme endocausal euh, en agissant et en pouvant, euh, en agissant sur la réduction de la fonction d'onde. Euh, C'est-à-dire qu'il agit sur la partie qui n'est pas décrite par le formalisme quantique. Donc cet effet, il dépend fortement de l'observateur, il est connu depuis longtemps. On sait que même Dirac en parlait dans les années 1920. Il y a enfin, les physiciens expérimentaux et théoriciens savent qu'on ne peut pas faire des expériences par n'importe qui. Il y a un peu une sorte de loi de Murphy pour les expériences en physique quantique, qui
fait que parfois les expériences marchent plus ou moins bien. Et on n'observe pas ce qu'on s'attend à observer si les probabilités de la physique quantique étaient correctes. Donc cet effet n'est pas souvent discuté enfin jamais discuté dans la vulgarisation standard. Euh, Alors ce que j'appelle volonté, ça va être par rapport à la conscience, c'est ce qu'on appelle plus souvent l'esprit. L'esprit, donc comme la conscience, il peut pas être modélisé comme une entité quantique qui pourrait être dans des états superposés. Euh, et en fait, il est la manifestation. Enfin, la conscience, c'est plutôt la manifestation de l'esprit dans un moment spécifique du présent, quoi. L'esprit, lui, il n'est pas attaché à un instant particulier. Il est libre de se déplacer temporellement. Donc, c'est l'esprit qui, par exemple, se balade pour aller voir l'information passée, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les souvenirs ou les traces du passé. Et c'est lui aussi qui va se déplacer sur les événements qui sont pas encore produits, donc les possibles futurs. C'est pas forcément les définitions que vous trouverez dans la spiritualité en général, mais c'est ce qui me permet, moi, de les définir de la manière la plus simple. L'esprit, c'est vraiment c'est notre partie qui est pas forcément, on va dire, c'est la partie supraconsciente, donc qui est la conscience, mais enfin, pas localisée dans un instant présent. Et la conscience, c'est simplement la manifestation de l'esprit dans un instant présent avec sa réalité manifestée. Alors je vous invite aussi à voir tout ce qui est enfin, télékinésie, psychokinèse. J'ai fait un article sur Jean-Pierre Girard qui lui a travaillé avec le CNRS, la CIA depuis les années 70 pour qu'on étudie les effets de la pensée. Donc c'est un mec qui avait reçu la foudre quand il avait, je sais plus, 7 ans et qui a développé des pouvoirs de prémonition et de télékinésie. Et lui, il est capable, par exemple, de dévier des faisceaux de particules, d'agir sur le mouvement d'objets ou sur la structure microscopique d'alliage, enfin, plein de choses différentes. Même sur des cellules vivantes, détruire des virus ou des bactéries par la volonté. Je vous invite aussi à voir l'expérience des poussins de Péoche dans l'article Psychokinèse. Euh, Cette expérience, juste pour la décrire rapidement, c'est on a créé des petits robots avec des mouvements aléatoires qui vont dans plein de directions et on a fait croire à des poussins que ces petits robots, donc à des poussins qui venaient de naître, que ces petits robots étaient leur mère. Ensuite, on met les poussins dans une enceinte vitrée pour qu'ils puissent plus s'approcher du robot qu'ils prennent pour leur mère. Et là, on se rend compte que les petits robots qui sont supposés avoir un mouvement aléatoire, ils vont avoir tendance à se rapprocher des poussins qui les appellent. Et il y a l'expérience aussi opposée qui a été faite, c'est-à-dire on fait croire que le petit robot est une entité agressive envers les poussins. Et là, une fois qu'on les met dans la cage vitrée, les poussins vont arriver à faire que les petits robots s'éloignent malgré leur mouvement qui est supposé être aléatoire. Cette expérience, elle a été faite aussi avec des humains. Elle marche pas très bien puisque on suppose que ce qui manque, c'est la crédulité, on va dire, du mental humain qui sait que c'est pas sa mère, que les choses ne sont pas censées fonctionner comme ça. Donc ça fait que les effets sont pas très forts avec les humains, mais ils sont plus forts quand l'humain est en train de dormir. Donc comme s'il se libérait un peu de ces tabous du mental. Alors pour faire l'expérience, quand les humains dorment, ce qu'on a fait, c'est que les petits robots au mouvement aléatoire vont faire un bruit qui est dérangeant pour celui qui dort. Et donc là, on s'est rendu compte que les mouvements n'étaient pas aléatoires et puis qu'ils avaient tendance à se regrouper à l'extrémité de la pièce d'où était le dormeur. Alors il y a une variante de cette expérience qui a été faite pour étudier les effets dans le temps. Donc là, j'en parle
parce que enfin, c'est assez similaire à l'expérience de... euh, comment je disais? Oui, à l'expérience de la gomme quantique à choix retardé. Donc comme je vous disais, pendant toute l'expérience, le passé, le futur et le présent coexistent. Donc on a fait une expérience avec des petits mouvements de robots qui sont censés donc se déplacer aléatoirement. Alors oui, je précise que ces expériences aussi, elles ont été faites de différentes manières. Il y a des fois où on faisait en sorte que le mouvement soit défini par un générateur quantique aléatoire, par du bruit électronique, euh, par des mécanismes, euh, une mécanique qui permet de fixer un mouvement aléatoire. On l'a fait aussi en mettant que le mécanisme soit directement sur les robots ou dans une pièce éloignée. Il n'y a aucune différence, hein. Quel que soit l'endroit où se situe le mécanisme par rapport au robot et par rapport à l'observateur, les résultats sont les mêmes. Alors ce qu'on a fait comme variante, c'est donc on a placé des petits robots qui devaient aller se déplacer aléatoirement. On a fait en sorte que des observateurs, enfin que personne n'observait ces mouvements et on les a enregistrés dans des fichiers Excel. Donc on a gardé ces fichiers Excel dans un ordinateur sans que personne n'en prenne jamais connaissance. Et ensuite, 6 mois plus tard, on a pris des groupes de personnes et on leur a dit de choisir un fichier au hasard. Et on leur a demandé de se concentrer ensuite par la pensée pour vouloir quelque chose. Par exemple, de vouloir que le robot tourne plus souvent sur la gauche, se déplace plus loin sur la gauche ou ait tendance à tourner sur lui-même et rester sur place. Et là, on s'est rendu compte que les enregistrements correspondaient avec une signification statistique assez grande à ce qu'avaient choisi les utilisateurs. Alors que les mouvements avaient été effectués avant, ils avaient tous été enregistrés et les fichiers avaient été choisis avant que l'observateur choisisse ce qu'il allait faire effectuer comme mouvement ou comme modification du mouvement par rapport à l'aléatoire. Et donc là, ça montre comme pour l'expérience euh, du- de, de la gomme quantique, mais avec l'effet de la volonté. C'est pas uniquement les virtualités futures qui peuvent agir sur le passé, mais c'est aussi l'esprit qui peut agir de façon rétroactive. Donc ce que disait Péoche en 2002, c'est que nos expériences montrent que la pensée est suspecte de voyager dans le temps pour participer à des événements survenant habituellement au hasard. Donc un événement aléatoire qui n'a pas été observé par un être vivant reste en partie influençable. Donc voilà, j'ai fait le tour bah, des concepts dont je voulais vous parler. Je vais vous rappeler un petit peu, enfin vous faire un résumé, rappel de chaque point important pour voir si avec un peu de recul, une fois que vous avez tout entendu, ça vous parlera peut-être plus. Euh, donc la physique quantique, c'est la théorie qui décrit tous les phénomènes où la gravitation n'intervient pas. Donc c'est une théorie du tout. D'ailleurs, selon certaines théories actuelles, il n'existe pas de gravitation. Ou alors il y a d'autres théories du tout, comme celle de Nassim Haramein, qui disent qu'il n'y a que la gravitation, mais au final, ça revient un peu au même. Ça veut dire, est-ce qu'on appelle tout électromagnétisme ou est-ce qu'on appelle tout gravitation? Donc là, je résume entre électromagnétisme et gravitation. Dans le modèle standard de la physique, il existe uniquement quatre interactions. Donc il y a interaction gravitationnelle, interaction électromagnétique et deux interactions qui sont nucléaires, qui sont l'interaction forte et l'interaction faible. Ça veut dire que en physique, on estime qu'il n'y a pas d'autres forces qui agissent dans l'univers à part ces quatre-là. Les deux forces nucléaires, on considère maintenant dans la plupart des théories du tout que c'est une certaine forme soit d'électromagnétisme, soit de gravitation.
Et suivant les cas, gravitation ou l'électromagnétisme serait une seule de ces deux interactions. Euh, on avait parlé du formalisme mathématique, ça décrit l'univers comme, et tous les objets quantiques comme des ondes qui ne sont pas dans notre espace-temps et qui se manifestent avec des propriétés euh, qu'on peut prévoir uniquement en termes de probabilité. Sinon, pour qu'une réalité diffère d'une autre, il faut fournir au moins un quantum d'action, donc la constante de Planck. Sinon, il n'y a pas de changement dans l'univers. Donc le quantum d'action est le plus petit changement dans l'univers imaginable. Tant qu'on effectue aucune mesure, aucune interaction, les objets existent sous la forme d'un ensemble de virtualités, donc des possibles actuels, qui interfèrent entre elles. Donc avec l'intrication, on a vu qu'un objet peut être séparé en plusieurs parties distantes qui restent liées quelle que soit la distance. Et toute action sur une modifie instantanément les autres. C'est-à-dire que l'information qui les décrit, elle est non locale. Et donc la position et la distance spatiale, c'est des propriétés qui existent dans notre réalité manifestée, mais ce n'est pas des propriétés qui existent dans la réalité objective. Sinon, euh, ah oui, sur le contrefactuel, ben, les possibles qui ne sont pas manifestés, donc les possibles qu'on n'observe pas, ils ont une action réelle et effective sur les phénomènes qui surviennent réellement. Tant qu'il est virtuel, donc non observé, le futur peut agir sur le passé. C'est-à-dire que la chronologie c'est l'ordre des événements, donc la distinction, ce qui permet de fixer ce qui est passé par rapport au futur. Et la durée qui les sépare, c'est des propriétés qui existent uniquement dans la réalité manifestée, mais qui n'existent pas dans la réalité objective. On a vu aussi qu'une entité quantique, elle ne peut pas être fragmentée, donc ça l'oblige à devoir parfois adopter un comportement de type tout ou rien quand on essaie de la piéger. Donc on la force à faire un choix, elle doit décider de prendre certaines propriétés parmi celles qui sont disponibles dans ces virtualités. C'est un peu comme un libre arbitre de la particule. Donc avec ça, l'holomatière, c'est la généralisation de la substance qui forme notre univers. C'est constitué de l'état matière, donc qui est déterministe ou exocausal, euh, c'est-à-dire dont les phénomènes sont provoqués par l'extérieur. Et puis l'état paral, donc qui est indéterministe, endocausal, donc c'est la partie qui fait un choix intérieur. Donc ce qu'on appelle une observation, c'est la récupération d'une partie de l'information sous la forme de connaissances, donc en modifiant l'information. C'est-à-dire que une observation modifie la réalité objective et elle permet de définir ce qui est la réalité manifestée. Cette connaissance, c'est la réalité perçue ou la réalité manifestée. Est-ce que nous sommes aussi une probabilité? Ben non, puisque la conscience, elle ne peut pas être modélisée comme une entité quantique, comme on disait. Il ne peut pas y exister de superposition d'états mentaux ou d'expériences subjectives. Donc la réalité observée, c'est la même chose que ce qu'on va appeler conscience. Et elle, la réalité observée, elle est unique. Et c'est ce qui permet de définir un instant présent et une réalité unique. On a vu aussi que la volonté pouvait modifier le résultat des mesures, donc influencer la réalité manifestée dans une certaine direction. En fait, donc, mais je vais finir. L'esprit peut agir de façon rétroactive dans le passé sur des phénomènes qui sont survenus tant qu'on n'en a pas eu connaissance. Donc tant qu'il n'y a eu aucune connaissance de cette réalité, tant qu'on n'a pas forcé cette réalité à se manifester finalement. Elle reste dans un état de possibles qui peuvent prendre différentes formes. Et donc l'esprit, lui, il n'est pas attaché au présent et peut agir à différents instants.
C'est pour ça aussi qu'il faut bien distinguer cette partie. La physique quantique, euh, elle permet de séparer ce qui est matériel, ce qui subit le déterminisme, les lois physiques, de ce qui est l'esprit, l'observateur. Si l'observateur était lui-même quantique, bah, tout ne serait que virtualité. Et donc nous, on ne peut pas être des probabilités, puisque, imaginez, comme je vous ai dit, l'esprit, c'est un point de vue. Ce point de vue, il n'est pas attaché à un instant présent, donc il a accès à toutes les virtualités. Il peut regarder les virtualités qui existent sous la forme de traces du passé et celles qui existent comme futurs possibles. Mais lui-même, il n'est pas probabiliste, sinon ça, bah là, ça n'aurait pas de sens du tout. Et donc la manifestation à un moment donné de la réalité par l'esprit, bah, c'est ce qui provoque sa conscience. Donc ça, c'est mes définitions, hein, ma distinction entre conscience et volonté. La conscience, c'est l'esprit, c'est l'observateur, alors que l'esprit, c'est la volonté qui peut à la fois inspecter bah, qu'est-ce qui est possible euh, et mettre des hypothèses et tout ça, quoi. Bah, après, quand on parle de alors là c'est une bonne question, ouais, quand on parle d'observateur, c'est pas une question de limitation par ses sens. Euh, il faut voir que d'une manière générale, euh, enfin, je vous ai parlé d'un libre arbitre des particules, donc ils doivent à des moments donnés, on les force à faire un choix. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a un point de vue de la particule qui est la perception de la réalité. Et lui, il est forcé à se créer à un instant présent, quoi. Donc ça veut dire que même si toutes les entités qu'on considère comme conscientes, qui ont assez de, disons, euh, disons que nous, on est conscient dans le sens où on arrive aussi à modéliser l'extérieur, à se dire, tiens, la réalité, elle adopte telle forme. Mais la conscience, c'est pas limité uniquement à la perception et à ce qu'on peut imaginer de la réalité. Donc une particule, elle a effectivement conscience de son environnement par ses interactions. Il faut imaginer que toutes ces entités virtuelles ont chacune une sorte de proto-esprit, que chacune, en interagissant, il y a une sorte de conscience d'un côté et de l'autre. Il y a l'environnement qui récupère de la connaissance sur une certaine entité, et puis il y a l'entité qui récupère de l'information par l'environnement. Et à chaque fois, il y a un échange, il faut qu'il y ait une certaine action fournie qui crée leur réalité. Donc nous, on a notre seule particularité en tant qu'esprit ou conscience, c'est qu'on arrive à penser, à prendre un certain recul par rapport à ça et à modéliser ce qu'on voit. Et c'est pour ça aussi qu'on peut modéliser même ce qu'on voit pas et qu'on sait qu'il y a 1% du spectre seulement. Bon d'ailleurs 1% c'est même faux puisque le spectre électromagnétique on peut dire qu'il est infini. Puisqu'on peut imaginer qu'il existe des particules qui ont une énergie extrêmement grande qui vont être les rayons gamma. Oui désolé Patrice. J'ai du mal en plus parce qu'il y en a qui ont je sais pas combien de pseudos donc euh, oui, voilà, donc le spectre électromagnétique, il va des photons gamma qui ont la plus haute énergie avec des photons qui peuvent... vous savez d'ailleurs que quand on parle d'énergie pour un photon, c'est-à-dire plus il a d'énergie, plus sa fréquence est élevée, ça veut dire que plus sa longueur d'onde est petite. Et donc ceux qui ont l'énergie la plus élevée, c'est ceux qu'on appelle les rayons gamma, mais ils ont pas il n'y a pas spécialement de limite à leur énergie, à l'énergie possible. Et ceux qui ont l'énergie la plus faible, donc la longueur d'onde la plus élevée, c'est classé dans les ondes radio. Et on peut imaginer une onde radio qui a une longueur d'onde qui fait la taille de l'univers. Et qui pour... alors, d'ailleurs, ça me permet de parler d'une dernière chose, c'est les virtualités, on a dit que c'était les possibles, mais il faut qu'ils puissent exister, comme on l'a dit, les virtualités, c'est les possibles actuels.
il peut pas y avoir de photon virtuel qui a une taille supérieure à celle de l'univers. Ça veut dire qu'il y a quand même une limite supérieure. En vérité, il y a aussi une limite inférieure, puisqu'on a dit que alors la constante de Planck, elle fait qui est les indéterminations de Heisenberg, ou qu'on appelle le principe d'incertitude. Ça, je pense que je le détaillerai, c'est un peu plus compliqué. C'est lié au fait que euh, l'information ne peut pas être infinie. Si, En fait, s'il n'y avait pas de limite inférieure au quantum échangé, ou que les changements étaient arbitraires, tout état intermédiaire était possible, ben, ça obligerait l'univers à disposer d'une quantité infinie d'informations pour pouvoir se décrire, et encore plus pour pouvoir calculer son état futur. Donc ça veut dire qu'il faudrait ben, plusieurs autres univers infinis où on stockerait de l'information infinie pour juste que l'univers se définisse lui-même. Donc c'est assez compliqué, mais on peut se dire que c'est assez logique finalement. L'univers, lui, il est capable de se déterminer avec son information interne. Donc quelque part, tout est fini. Il y a, il y a rien qui est vraiment infini. Pour nous, ça paraît infini, mais la taille de l'univers, bah... Alors ça, on ne sait pas si... Nous, tout ce qu'on sait, c'est que l'univers observable a une taille finie. Mais par contre, l'univers objectif, ça, on ne le sait pas. Euh, Alors l'information, elle n'est pas infinie. Euh, Disons que pour notre univers, on va dire que... non, justement. euh, Enfin oui, dans un sens, on peut dire que tout est écrit. Euh, c'est assez compliqué à voir de notre point de vue, vu que notre esprit, enfin notre conscience est liée à un instant présent. En fait, euh, là, ce qui est important de savoir, c'est que tous les possibles sont écrits. C'est-à-dire que toutes les virtualités existent. Par contre, tout- comme je l'ai dit, une observation modifie l'information, elle supprime un certain nombre de virtualités, et elle augmente la probabilité d'occurrence des autres. Euh, Si on imagine que c'était écrit que tu fais une certaine observation, par exemple dans l'expérience des fentes de Jung, tous les virtuels sont écrits, ça veut dire que toutes les deux virtualités existent. Mais si, quand tu fais l'expérience, tu décides de mettre un détecteur pour mesurer où elles vont, enfin par où elles passent, là tu supprimes des virtualités et finalement tu réécris les virtualités. Il y en a que tu supprimes et d'autres que tu réécris ou tu repasses avec un feutre dessus. Et elles sont plus écrites plus gros. Donc c'est pas nous qui sommes des probabilités. Par contre, ce qui est une probabilité, c'est le, la réalité qui va se manifester pour nous. On peut pas imaginer, par exemple, que nous, si on dit que nous, c'est notre esprit, lui, il n'a pas une probabilité variable d'exister. Il existe ou il n'existe pas. Il a accès à toutes ces probabilités ou il a accès à rien. Par contre, ce que l'esprit va observer et ce qui va créer sa conscience au cours des différents instants présents, ça, c'est pas figé. Par contre, oui, ce qui est pas forcément évident, c'est pour moi, tous les possibles sont pas écrits toujours. C'est-à-dire que, bon, ben, à un instant donné, quand notre présent actuel se crée, les différents possibles futurs, ben, il y a différents futurs possibles qui existent. Mais je pense que l'esprit, il a la capacité, lui, de créer des nouveaux futurs. Donc la conscience, on va dire, c'est ce qui est écrit sur les possibles et qui les écrit en plus gros, qui repasse avec un feutre. Alors que l'esprit, il est capable d'écrire des nouveaux possibles.
Et en même temps, bah, lui, l'esprit, il est pas attaché à un moment présent, donc il peut écrire des nouveaux possibles passés, mais le problème, c'est que si s'ils sont pas cohérents avec certains phénomènes, certaines traces du passé, ben, ils auront une probabilité nulle. D'ailleurs, tout ça, ça peut faire penser à l'effet Mandela. L'effet Mandela, on pourrait dire que c'est un futur qui a été, des possibles qui ont été réécrits. Donc réécrire, ça veut dire quoi? Dans le passé, ça peut vouloir dire créer nouvelles possibilités, ou alors simplement changer les probabilités de possibilités qui existaient. Alors là, Euh, pour une conscience, il n'y a qu'un instant présent. En fait, moi, je vous ai parlé ici de la différence entre l'esprit qui se balade sur le temps, sur les lignes de temps, la conscience qui perçoit une certaine réalité manifestée. Par contre, mon présent, c'est pas le présent d'une autre conscience. Donc ça, c'est un peu plus compliqué aussi quand on commence à montrer, à expliquer en tenant compte de toutes les autres consciences. Je ferai une vidéo spécifique sur le temps. Il faut imaginer que le temps, ça a plutôt la forme d'un arbre. Nous, on est sur un point du tronc. Le passé, c'est les racines avec différentes traces, différents possibles qui correspondent aux mêmes traces du passé. D'ailleurs, c'est en ça que le passé est pas si différent du futur. On pense, la seule chose qui a une probabilité égale à un, c'est ce qu'on est en train d'observer nous-mêmes par notre conscience. Mais le passé, lui, tant qu'il correspond à différentes traces à différentes traces qui nous mènent à une causalité jusqu'à nous, il est cohérent. Et si on arrive à modifier les traces du passé, ben, quelque part, on change les possibles passés. En fait, c'est un peu comme si, comme on disait, le futur peut modifier le passé tant que le passé n'a pas été observé. Mais le passé, peut être modifié donc tant que le présent reste cohérent avec ce passé. Et si on arrive à rendre, en modifiant différents faits dans le présent pour faire en sorte qu'un certain passé soit possible, eh ben on peut faire en sorte que même ça devienne le possible le plus probable, donc que ce soit ce qu'on appellerait nous la réalité passée. Mais est-ce qu'on peut dire par exemple que le passé existe? Tout ce qu'on peut dire nous, c'est qu'on vit dans le présent, c'est le présent qui existe pour moi, mais le passé, est-ce qu'il est encore en train d'exister? Il existe comme le futur, en fait. Il existe avec une certaine probabilité, l'esprit peut se balader là-dessus. Alors Patrice, oui, ce que tu disais avec l'histoire fractale, je voulais aller aussi un peu plus loin, je vous ai dit que en tant qu'observateur, l'esprit, lui, il avait une probabilité de un, mais euh, il en a une par rapport à son niveau, lui, d'existence. On peut dire que quelque part, le présent de l'esprit lui-même, qui se balade sur notre temporalité, bah, peut-être que pour lui, il y a aussi un passé et un futur. En fait, ce qui définit pour lui le passé et le futur, c'est la connaissance des possibles. En fait, si pour l'esprit, donc je vais essayer de le redire, toutes les possibilités actuelles existent. Il peut se balader dans toutes les possibilités qui ont été envisagées. Par contre, il peut envisager de nouvelles possibilités. Donc si l'esprit, lui, envisage une nouvelle possibilité, ben, qu'elle soit passée, présente ou future, on peut dire que avant le moment où il a créé cette possibilité et après le moment de son point de vue où il l'a créée, c'est comme s'il y avait un écoulement du temps. Donc on peut dire que l'esprit, lui, il évolue dans la complexité et dans le nombre de possibles qui existent, et dans l'enchevêtrement de ces possibles avec les causes, les effets. Et
Et cet esprit, il peut se projeter ensuite dans la réalité, et là, il prend conscience de ces différentes réalités et il les fixe. Bon, c'est une interprétation personnelle, hein, c'est aussi... euh, oui, oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. La différence pour moi entre l'esprit et la conscience, c'est que l'esprit, c'est celui qui est hors du temps, c'est ce qu'on va appeler la supraconscience. C'est-à-dire que moi, là, je suis uniquement ma conscience, puisque je suis pas en train de percevoir le futur, ni le passé. Si j'étais un esprit, ben, il n'y aurait aucune différence. Je pourrais me dire, ben, je vais aller voir ce qui se passait hier, je vais aller voir ce qui se passera demain. Et toutes ces différentes branches de possibles. Donc souvent on assimile, quand on dit la conscience est créatrice de la réalité, on assimile ça un peu à l'esprit, mais pour moi la conscience elle est observatrice d'un présent, c'est ce qui permet de définir l'instant présent. C'est la conscience qui expérimente le temps et l'espace. L'esprit, lui, il expérimente uniquement des possibilités et il en crée des nouvelles. Et pour moi, c'est l'esprit qui lui-même va chercher nos souvenirs sous les formes de traces du futur, du passé. Donc se rappeler quelque chose, c'est à peu près la même chose que d'envisager une possibilité future. Voilà, bah après c'est pour moi, je pense que c'est plus simple de parler comme ça, hein. La conscience, on va dire, c'est la perception du présent. Quand la conscience, en fait, c'est là où la conscience, c'est le point de vue qui existe au moment où on passe de la réalité possible à la réalité manifestée. C'est-à-dire qu'on modifie de l'information pour le transformer en connaissance. L'esprit, pour lui, tout est information, alors que pour la conscience, tout est connaissance. C'est un peu différent. La connaissance, on va dire que c'est l'information perçue, échangée, on va dire, avec l'extérieur, alors que l'esprit, lui, il échange pas d'informations avec le reste. Et on peut imaginer évidemment des niveaux au-dessus, hein, des sortes d'entités qui ont accès à l'ensemble des possibles qui seront créés par tous les esprits, ou des choses comme ça. Et ça, on pourrait dire qu'à notre niveau, c'est ce qui correspondrait à Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une infinité de reproductions de tous ces esprits qui sont omnipotents sur d'autres niveaux. Donc disons, nous, notre esprit, il n'est pas temporel. Voilà. Euh, je vous invite à lire ce que je vous conseillais tout à l'heure, hein, Philippe Guillemant sur la physique de la conscience, ou je ne sais plus comment il s'appelle, Les routes du temps. Philippe Guillemant, lui, il parle de la rétrocausalité, donc de comment l'esprit... alors, il n'utilise pas exactement les mêmes définitions que moi pour âme, esprit, conscience. Lui, il dit il appelle âme ce que moi j'ai appelé conscience, là. Je trouve pas ça très judicieux. Pour moi, l'âme, elle n'est pas, c'est pas l'entité qui acquiert de la connaissance et qui perçoit. C'est plutôt une entité agissante au même niveau que l'esprit. On va dire c'est le côté dynamique de l'esprit qui permet à l'esprit de s'incarner. Mais l'histoire de Trinité qui nous forme, c'est vrai que c'est toujours assez compliqué, surtout pour nous, puisqu'on en discute en tant que mental et conscience. Donc c'est à l'opposé de notre perception et puis aussi de, de notre endoctrinement par le mental. Euh, Ben c'est ça un Q-Fly. Future proof past. Proves past. Peut-être que Q est un esprit qui voyage dans tous les possibles et qui sait. Par contre, oui, l'esprit, lui, tout ce qu'il peut savoir, euh, c'est les possibilités qui existent. C'est pas l'esprit qui lui-même, même s'il peut voir toutes les possibilités passées et futures,
Comme je disais, il peut en créer d'autres, donc ça veut dire que pour lui, tout n'est pas écrit. Et il peut pas non plus. C'est pas lui qui écrit le. Par contre, oui, si on sait qu'il y a des futurs qui vont être écrits avec des probabilités de 1. Donc on sait, on dit oui, est-ce que tel événement ou est-ce que le soleil va se lever demain? L'esprit, pour lui, il n'y a pas beaucoup de routes différentes sur lesquelles il peut naviguer en termes de possibles. Il y a le soleil qui va sûrement se lever demain. Alors, il existe des possibles. Par exemple, imaginons un- une flotte intergalactique qui va venir détruire le soleil pendant la nuit. Mais il a accès à la probabilité de ces événements. Il sait actuellement que enfin, moi, je ne peux pas faire de prédiction, mais j'imagine que cette probabilité est faible. Seul mon esprit pourrait le dire, mais on va dire que peut-être que mon intuition, c'est aussi l'information que me donne mon esprit sur le futur. Ouais, comme tu disais, l'esprit voyage dans le temps. Moi, j'ai même plus envie de dire l'esprit, comment on pourrait dire, il est éternel, c'est-à-dire qu'il existe du début à la fin, et il voyage sur les routes des possibles. Il peut aller se balader, voir qu'est-ce qui est plus ou moins possible, qu'est-ce qui arrivera. Après, ce que j'appelle volonté ou imagination par l'esprit, c'est ce qui pourrait créer des nouveaux possibles. Alors, on dit souvent aussi que on n'a pas vraiment, en tant que mental, en tant que conscience incarnée, beaucoup d'alternatives, beaucoup de possibilités de créer des futurs possibles. Même l'imagination, d'ailleurs, ce serait plutôt, on va piocher dans de l'information déjà existante et on ne crée pas de nouvelles informations. C'est ce que j'avais dit aussi, je crois, sur les prémonitions et écrire le futur. Vous connaissez l'exemple de celui, enfin il y a deux écrivains même qui avaient écrit des romans avec un grand paquebot. Il y en a un qui l'avait appelé, je crois, le Titan, et qui avait pratiquement la taille du Titanic et c'était une vingtaine d'années avant, et qui racontait l'histoire de ce grand paquebot qui se prenait un iceberg et qui coulait. Donc peut-être que c'est pas de l'imagination, c'est tout simplement, ben, lui, par une sorte d'intuition, son esprit lisait l'information des possibles. C'est un possible qui lui a semblé plus ou moins réel, ou en tout cas intéressant à développer. Il l'a écrit, mais il n'a pas créé cette histoire. Quand on écrit un roman ou quand on crée une œuvre, nous, on fait qu'assembler de l'information déjà existante. Bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut prouver, hein, puisque nous, on se limitera toujours à notre perception consciente tant qu'on sera attaché à la matière. Il n'y a que si on était détaché de la matière, donc peut-être qu'on saura ça quand on sera mort. On sera détaché de la matière, on sera pur esprit, et notre âme pourra concevoir ce que c'est que d'observer les différentes informations, de modifier les possibles et modifier leurs probabilités. C'est pas forcément de la programmation prédictive, quoi. La prémonition aussi, ça existe. Mais c'est ça, c'est la programmation prédictive, c'est uniquement si c'est les personnes qui mettent en place ça, ou alors qui veulent arriver à inciter ou arriver à convaincre d'autres personnes. Mais je pense pas, par exemple, qu'on peut dire que bah, les auteurs qui avaient imaginé le grand paquebot qui allait se prendre un iceberg une vingtaine d'années avant le Titanic, eux, c'était pas pour. Enfin, je pense pas qu'ils faisaient partie des francs-maçons qui après se sont dit on va faire couler le bateau. D'ailleurs, moi personnellement, je me suis amusé à essayer d'écrire des nouvelles à certaines époques. Avec du recul et de l'information que je connais maintenant, j'ai l'impression que c'était pas quelque chose d'inventé de rien. Je vous conseille de voir aussi ce que j'avais mis, je sais plus, en rapport avec Sheldrake qui parle des champs morphiques.
Parce qu'on parle de la théorie du centième singe, quand un certain nombre de personnes apprennent quelque chose, après c'est comme si c'était dans la conscience collective de la tribu et les autres savent le faire. C'est aussi vrai, il y avait une femme qui a fait une thèse pour étudier l'influence euh, l'influence de la publication des résultats des mots croisés sur ceux qui les font. Parce qu'on s'était rendu compte que bah, sans regarder les résultats, il y avait le Times ou je ne sais plus quel magazine, New York Times, qui publiait chaque semaine des mots croisés. Et les gens, en fait, sans regarder la solution, attendaient que celle-ci soit publiée pour le faire. Et chez les personnes qui font des mots croisés, c'était une sorte de savoir connu que c'était plus facile de le faire si le résultat a été publié. Donc peut-être que vous pouvez le faire hein, si vous prenez n'importe quel jeu, un sudoku, ou, des mots croisés ou une énigme. Plus il y a de personnes qui l'auront résolu, même si vous n'avez pas connaissance directement de la résolution, bah, ça va être plus facile de le faire. Et il y a beaucoup de phénomènes comme ça. On pense que c'est pour ça aussi que bah, c'est ce qu'on appelle l'instinct aussi, hein, la mémoire collective. C'est des connaissances qui ne sont pas forcément conscientes et qui se cumulent. Alors quand on parlait aussi d'infini tout à l'heure, je pense que l'information actuelle n'est pas infinie, c'est-à-dire que tous les possibles n'existent pas. Par contre, cette information, elle augmente. Et il n'y a pas de raison qu'elle puisse pas augmenter jusqu'à l'infini. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'information... euh, alors oui, une précision, souvent en physique on parle de perte d'information. Est-ce qu'il y a l'information qui est perdue quand on jette un objet dans un trou noir, de ça? Alors déjà, ça a été montré que non, il n'y a pas de perte d'information, même du point de vue de notre univers. Chaque on va dire, chaque pixel autour d'un trou noir va contenir toute l'information de manière holographique. Ça, je vous invite à regarder les théories de Nassim Haramein. Mais l'information du passé, elle reste aussi, elle peut pas être, elle peut pas être détruite. Donc, ça veut dire que les possibilités passées, enfin, en tout cas, à ma connaissance, les possibilités passées, même si elles ont une probabilité nulle, existent toujours. Et c'est en ça qu'on peut dire aussi que l'univers, lui, il se crée en tant que connaissance. Il ne faut pas imaginer que la création de l'univers, c'est du début à la fin. C'est ce que montre la physique quantique, c'est que le début et la fin sont des conceptions purement vues de la conscience et de l'information qu'on en a. L'origine de l'univers, elle est ni au début, ni à la fin, ni au milieu, elle est tout le temps. Donc quand on dit est-ce que l'univers a été créé au moment du Big Bang ou est-ce qu'il va être détruit un jour, ça n'a pas vraiment de sens. L'univers, il existe. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup d'études qui ont été faites sur le comportement à propos de l'information. Bon, c'était pas vraiment le sujet de ce soir. L'attaque des titans, on sait pas si ça va arriver, je crois que ça dépend d'Hillary Clinton, ça. Est-ce qu'Hillary Clinton est toujours vivante ou pas? Ça dépend des traces du passé. Ou l'attaque des Anunnaki, du coup. En fait, pour moi, la mémoire, oui, ce que tu dis, Patrice, la mémoire, elle me semble pas liée à l'ADN. Pour moi, je vois plutôt l'ADN comme la molécule qui nous permet qui a une certaine vibration. Bon, elle a certaines propriétés avec la lumière aussi, justement, et des échanges d'informations. Mais je la vois plutôt comme le post-radio qui consiste en l'antenne et le réglage d'une certaine station et qui nous règle sur notre information qui définit ce qu'on est. D'ailleurs, c'est pour ça oui, bah, je déconseille fortement de vouloir modifier son ADN et même de modifier son champ morphique par des transplantations. Recevoir même une transfusion sanguine, c'est pas spécialement anodin.
C'est un petit peu comme si on déréglait le canal sur lequel notre radio était fixée, sachant que cette radio est censée se caler toujours sur notre information qui définit notre propre conscience. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Enfin, j'ai essayé. Bon, par contre, je pense que, comme on disait, hein, les Simpsons, c'est plutôt de la programmation prédictive globalement que de la prémonition. Oui, juste une dernière chose sur la mémoire et notre ADN. On disait notre esprit, lui, il a accès à toute notre information passée. Donc il a accès à tous nos souvenirs, il n'y a pas de problème pour se rappeler. Euh, Ce qu'on va appeler se rappeler, c'est simplement que l'esprit aille se balade dans l'information et puis aille trouver une certaine info. C'est pour ça que si vous regardez, il n'y a pas besoin de connaissances spécialement pour certains types d'informations. Les personnes qui font du remote viewing, on leur donne simplement des coordonnées géographiques. C'est pas des personnes qui connaissent ce que ça veut dire, donc ils sont pas capables si on leur dit, je sais pas, tant de degrés, latitude nord, je sais pas quoi, longitude. Ils savent pas où c'est, puis même s'ils savent où c'est, de toute façon c'est pas un truc très précis. Et c'est simplement ce qui permet à leur esprit de chercher, bah tiens, il existe de l'information qui correspond à une réalité à cet endroit-là. Il va se caler sur cette information. Il va se caler aussi sur cette information à un moment précis et il va pouvoir faire percevoir à la conscience cette réalité. Voilà, donc on comprend mieux hein, cette histoire d'ADN. C'est vraiment, pour moi, c'est notre petite antenne spécifique. C'est la seule chose qui vraiment définit ce que nous on est. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de cette antenne pour que l'esprit soit lié à la conscience, hein. Je pense qu'en spiritualité, c'est plutôt décrit, il existe ce qu'on appelle la corde d'argent ou le cordon d'argent. C'est ce qui relie les différents corps entre eux. Ça ressemble à une tresse ou une tresse lumineuse qui est attachée à l'arrière de la tête, en haut de la nuque. Il y a une description sympa de tout ça, c'est dans 0,001% là, je crois que c'est Marco Byrne. Ah oui, alors sur le pendule et tous ces aspects, en fait, le pendule, c'est pas l'objet qui est important. Finalement, ce qu'on va se dire, c'est bah, on pourrait faire ça avec différents objets. D'ailleurs, tout ce qui est utilisé, que ce soit des cartes de tarot, un pendule pour magnétiser ou pour découvrir des choses ou pour avoir un effet thérapeutique, c'est simplement un intermédiaire pour la volonté. On pourrait dire que le pendule, bon, bah, ça pourrait être une baguette de sourcier, ça pourrait être différentes choses. Mais effectivement, tout ce qui se manifeste dans notre monde, c'est sous forme de vibration et c'est plus ou moins facile pour la volonté de modifier la réalité manifestée. Astral.
Bon, ok, moi, si ça a l'air de bugger, je pense que j'ai pas mal parlé, j'avais fait une demi-heure de réponse. Bah, désolé s'il n'y a pas la fin. Je vous dis à bientôt, on rediscutera de tout ça, du temps et des différents corps. Merci à vous de m'avoir suivi, toutes vos questions. Et j'espère que j'ai été clair. Bye bye.